Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de Sport 10, l'actualité sportive du département avec Séverine Méridan, ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le vendredi 29 avril 2022 et aujourd'hui, Combat Ouvrier a présenté ses 4 candidats aux élections législatives. 4 têtes, Raphaël Cessé, Aline Cyril, CJ Esdras, Jordan Coudray qui symbolisent le renouveau du parti. Ces derniers défendent un communisme révolutionnaire qui défie un capitalisme qui nous conduit droit dans le mur. Le reportage de Stanley Manicor. Il faut préparer la relève, c'est sûr, mais ce sont des camarades aussi qui ont déjà forgé à leur niveau donc leurs armes pour être candidats à ces élections. Alors donc nous avons nos candidats à ces élections, mais l'organisation est derrière, à côté de ces camarades et nous comptons non seulement sur eux pour participer à ces élections, mais comme au quotidien, engagés sur le terrain et surtout pour mener le combat à tous les niveaux. Et donc c'est une élection politique. Il faut que les travailleurs soient présents politiquement avec leur programme. Alors nous, à Combat Ouvrier, nous voulons brandir le drapeau du communisme révolutionnaire, le drapeau de ceux qui se battent pour renverser ce système capitaliste qui justement nous plonge dans le chaos, nous plonge dans la misère. Là, on le voit avec les guerres et les menaces même de guerre mondiale, avec aussi de nombreuses augmentations de prix que nous subissons. Et donc, tout ça lié à la spéculation des capitalistes qui s'entendent pour faire monter les prix des carburants, faire monter le prix même de l'alimentation, quitte à affamer des populations. C'est inadmissible la situation qu'on vit actuellement et donc c'est pour ça que nous appelons les travailleurs et les pauvres justement à voter pour Combat Ouvrier, ceux qui sont d'accord pour renverser ce système et exproprier les capitalistes. Nous estimons que c'est la seule voie qui permettra aux travailleurs de s'émanciper de ce système, puisque nous vivons dans un système capitaliste qui opprime les pauvres, qui opprime les travailleurs. Alors actuellement, on le voit à travers les luttes des soignants qui sont mobilisés contre l'obligation vaccinale. Ce que nous voulons, c'est le renouveau de la conscience de classe des travailleurs, la construction d'une force politique de la classe ouvrière et des classes laborieuses à travers qui se fera surtout au travers des luttes, pas uniquement, pas dans ces élections. Et donc ce que nous mettons en avant au travers de ces élections aussi, c'est nous voulons être la voix de ceux qui se battent. Les opprimés ont intérêt à faire de la politique, leur politique, la politique des travailleurs, et ne pas se faire d'illusions dans ceux qui se font passer pour les sauveurs et les sauveurs des masses, les sauveurs suprêmes. Les principaux candidats qui se présentent, ce sont des candidats de la bourgeoisie. Nous défendons une candidature communiste révolutionnaire parce que le système capitaliste dans lequel nous vivons nous emmène droit dans le mur. Et notez effectivement que pour ces législatives, il y a déjà une alliance entre les Insoumis et le Parti socialiste. Et à l'occasion de la journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité, la ville des Abîmes a convié les porteurs de handicap à participer à une marche dans la ville. L'occasion de constater les difficultés pour se déplacer avec des équipements et aménagements qui ne sont pas du tout adaptés. Le reste en images. On pratique ce genre d'exercice, comme on dit, sur la chaussée avec les personnes en situation de handicap depuis 2016. Dans le cadre de la journée internationale des mobilités et de l'accessibilité. Remarquer des problèmes, puisque normalement, l'accessibilité, c'est pouvoir se rendre d'un point à un autre point avec le moins de difficultés possible. Là, on se rend compte que le continuum, la chaîne de déplacement, a beaucoup d'obstacles, pas mal d'obstacles, notamment des trottoirs qui sont soit entravés par des obstacles, soit on retrouve par exemple dans le fonctionnement même des poubelles sur le circuit qui entravent aussi le passage. Donc tous ces obstacles-là qui empêchent aux personnes en situation de handicap, soit à mobilité réduite, soit aussi avec des troubles sensoriels comme des troubles de vue ou de l'ouïe,
Et cela, ça peut vraiment être un parcours du combattant. Il faut se dire que la difficulté, elle est essentiellement financière, d'accord? Donc on sait que le nerf de la guerre, il est un peu manquant. Par contre, avec beaucoup de bon sens, on arrive quand même à corriger un certain nombre de petites imperfections pour permettre aux usagers, justement, aux administrés de fonctionner correctement dans la collectivité. C'est un problème de confort parce que là, bon, il n'y a pas d'entrave à la circulation vraiment, à proprement parler, c'est plus un problème de confort. Donc c'est vrai que ce sont des revêtements qui sont normalement à traiter autrement. Mais vraiment, il y a d'autres cas qui sont un peu plus graves, notamment par exemple les bordures de trottoirs, quand on a par exemple des passages piétons qui sont normalement accessibles à tous et on se retrouve avec des bordures qui font plus de 17 cm de haut. Donc passer d'un côté à l'autre, c'est comme traverser les chutes du Niagara. Sur le territoire des abîmes, ça avance comme on peut, comme on dit. Il y a jusqu'à présent les bâtiments, nos bâtiments, la mise aux normes, elle continue. Et là, on continue de s'intéresser à tout ce qui est PAF, donc domaine public, pour pouvoir rendre accessibles tous nos cheminements et corriger notamment les petits oublis comme des bateaux pavés qui ont été oubliés, des cheminements qui sont glissants et d'autres petites imperfections. On part maintenant pour la restitution des travaux du projet Nutwind autour de la transition nutritionnelle et des interactions entre offre et comportement alimentaire. En Guadeloupe, l'augmentation du nombre de diabète de type 2, par exemple, est affolant. Nos nouvelles habitudes alimentaires nous rendent littéralement malades. Nous avons un niveau de consommation en sucre très élevé, alors qu'à contrario, nous consommons peu de fruits, légumes et tubercules. Il faut donc y remédier en faisant évoluer nos consommations. Regardez. La transition nutritionnelle se définit comme un passage d'une alimentation, on va dire, traditionnelle, riche en glucides complexes, en fibres, à une alimentation plus diversifiée, mais aussi plus riche en sucre, en lipides et en acides gras saturés, et donc qui impacte l'état de santé, l'état nutritionnel, on observe une augmentation des prévalences d'obésité, de diabète de type 2 et d'hypertension dans les territoires qui subissent des transitions nutritionnelles. Le sucre est vraiment une problématique qu'on a traitée dans le projet et on a montré qu'en effet, pour certaines familles de produits, notamment des limonades, des boissons aux fruits, etc., on avait des teneurs en sucre plus élevées que dans l'Hexagone. Mais c'est pas qu'une question de teneur en sucre, mais aussi de niveau de consommation ici en Guadeloupe qui est très élevé et qui explique des apports en sucre délétères. Et je voudrais rajouter que ce n'est pas qu'une question de sucre, mais aussi de très faible consommation de fruits et légumes. Et de tubercules, de légumes secs également, et aussi de produits laitiers. Bref, des aliments qui sont favorables à la santé sont très peu consommés aussi par les Guadeloupéens. Alors il y a plusieurs pistes. Le projet met en lumière la nécessité d'avoir une combinaison d'actions, à la fois sur l'environnement alimentaire et à la fois sur des populations peut-être plus vulnérables, plus à risque nutritionnel, que sont les jeunes et les femmes appartenant aux catégories socio-économiques les plus défavorisées. Alors sur l'environnement alimentaire, il s'agit d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre, mais aussi il y a des actions à faire, notamment sur l'accès économique à une alimentation favorable à la santé, et puis sur les actions pour les populations plus cibles. Par exemple, chez les jeunes, c'est de faire davantage une promotion de l'alimentation saine, de faire connaître les repères de consommation, par exemple sur les boissons sucrées, et chez les populations défavorisées, d'avoir des actions ciblées qui mêlent à la fois des actions d'éducation, mais aussi des actions de soutien monétaire, de transfert monétaire dans ces populations, sous la forme par exemple de bons d'achat échangeables ou de chèques alimentaires. Voilà. Un reportage signé Charlie Dagonia. Et on se rend maintenant à Petit-Bourg pour le premier rendez-vous de l'insertion et de l'emploi. Premier rendez-vous de l'emploi et de l'insertion, après une période qui a été difficile pour tout le monde, pour le monde économique, pour nous, collectivités, mais particulièrement aussi pour ceux qui sont les plus touchés par le non-emploi dans notre territoire. Donc il était important pour nous de mettre en place un tel dispositif et faire de sorte
que tous les acteurs, tous ceux qui sont en mesure de porter leur contribution pour un redémarrage de notre économie, mais aussi pour un redémarrage de l'offre d'emploi, l'offre de formation sur le territoire de Petit-Bourg, soient présents aujourd'hui dans cette installation sur la place publique de Petit-Bourg. Et nous avons sollicité toute la jeunesse, tous ceux en tout cas qui sont en demande de formation, qui sont en demande d'emploi. Nous croyons véritablement que c'est un acte utile, puisqu'il y a une espèce de désespérance dans notre société guadeloupéenne et tout un chacun, nous devons jouer, porter notre pierre contributive pour un redémarrage d'activité. Aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on est implanté en Guadeloupe. Je pense que tout le monde connaît KFC et tout le monde sait aujourd'hui que quand on vient chez KFC, on vient dans une entreprise où il y a une rigueur, où il y a un suivi, où il y a des formations et où finalement on rentre en tant qu'équipier, mais on peut très bien, au bout de 5-10 ans, devenir directeur de restaurant. On vient de le dire, monsieur Caprice qui est derrière nous est rentré en tant qu'équipier à KFC de Pointe-à-Pitre et il est aujourd'hui directeur du KFC de Colin où il gère une équipe de 50 personnes. Il s'agit d'emploi et insertion, ce sont les compétences du département et j'ai eu l'occasion de dire que nous saluons cette initiative parce que lorsqu'on voit les différents exposants, cela permet de répondre à des questions sur la formation, des questions sur l'insertion, des questions d'emploi, puisqu'il y a des employeurs qui sont là et qui pourront proposer des offres d'emploi, mais également sur la création d'entreprises. Donc la création d'entreprises qui est aussi un élément d'insertion. Et c'est avec satisfaction que j'ai vu les différents organismes qui sont présents. Nous-mêmes au niveau du département, nous avons mis un dispositif pour que les bénéficiaires du RSA puissent être aussi des créateurs d'entreprises. Donc c'est un dispositif, on a même doublé l'enveloppe, donc c'est une très bonne initiative. Et ma satisfaction aussi, c'est de voir que souvent, lorsqu'un jeune veut trouver un emploi ou une formation, les difficultés de logement, des difficultés de transport, des difficultés de garde pour ses enfants. Et là encore, il y a ce dispositif, donc vraiment félicitations. Un reportage d'Olivier Félix. Et on enchaîne avec le job dating spécial agent et cadre qui se tenait cette fois-ci à Destrélan-Bémao. Regardez. L'objectif aujourd'hui, dans le cadre de ce job dating, c'est de recruter donc, des demandeurs d'emploi sur des postes de cadre et d'agents de maîtrise. Ça veut dire soit des personnes diplômées, donc qui ont un niveau Bac+3, Bac+5, voire plus, ou également des personnes qui ont une expérience d'encadrement et de management. C'est une réussite puisque c'est surtout une première. Organiser un job dating dans un centre commercial, donc on est au plus proche des besoins des recruteurs et vraiment nous sommes satisfaits. Je viens de sortir d'un BTS MCO et donc je voudrais me renseigner et voir ce qu'il y a pour moi sur le marché. Oui, c'est important, surtout pour nous les jeunes, parce qu'on n'est pas forcément accompagné après les études pour vraiment trouver ce qu'on veut, vraiment trouver notre voie et des fois ça peut être compliqué et c'est bien d'avoir des offres comme ça. On peut tout voir à un seul endroit et ça c'est vraiment pratique en fait. Oui, ça va être une bonne journée. J'ai vu que les recruteurs ils sont assez sympathiques, on a bien discuté, mais je suis enthousiaste. En tant que Guadeloupéen, en tant qu'acteur du tissu économique et politique, il nous semble important qu'il n'y ait pas de chômeurs, qu'en tout cas qu'il y en ait le moins possible. Et les dernières crises ont montré à quel point ce secteur est tendu. Et donc nous devons absolument tendre la main aux demandeurs d'emploi. C'est important également pour les commerçants parce que les commerçants recherchent les bons profils. Et c'est important pour la société de manière générale parce que plus il y aura de l'emploi, et moins la société souffrira du chômage. La région Guadeloupe, elle effectue en ce moment un tour des hébergeurs du territoire. La collectivité entend poursuivre sa politique de relance du tourisme après effectivement cette longue période de crise. Le reportage. Pour nous, c'est très important parce que je rappelle que le territoire de la Carle, c'est un territoire hautement touristique et que si nous voulons
recevoir et donner une très bonne image de la Guadeloupe, il faut qu'on reçoive au mieux et qu'on donne un maximum de services à ces touristes et même à ces Guadeloupéens qui reviennent dans leur île pendant les vacances. Je pense qu'avec ce qu'on a comme potentiel en Guadeloupe, on dit, et les spécialistes mondiaux, on est dans un pays où on a le plus gros potentiel mondial touristique. Pourquoi? Parce que sur un petit territoire, en une même journée, on peut visiter plusieurs cultures, plusieurs paysages. On peut visiter vraiment, on a une diversité culinaire, on a une diversité culturelle, on a une diversité même culturelle, et que tout cela nous permet de nous dire qu'aujourd'hui, on a ce potentiel-là et le touriste recherche cette authenticité. On a effectivement des événements majeurs qui vont se dérouler sur le territoire de la Guadeloupe cette année. On est dans l'année de la Route du Rhum. On a au mois de juin, c'est du 22 au 26 juin, le concours des spiritueux. Et donc, c'est plus d'une centaine d'experts qui seront sur le territoire de la Guadeloupe. Et là aussi, c'est un événement qui va ramener de l'attractivité, qui va ramener des touristes en Guadeloupe. Et il faut que les hébergeurs puissent être préparés à recevoir ces touristes. Je trouve ça vraiment très très important parce qu'en fait c'est vrai que je me dis qu'on a eu des fonds, nous avons bénéficié de subventions effectivement pour notre projet et je trouve très intéressant effectivement, très important d'ailleurs de pouvoir venir voir exactement ce qui a été fait, ce qui a été réalisé et de pouvoir justement connaître un petit peu ce que les produits en fait qu'on propose voilà, sur l'île en fait. Ils ont pu voir que les logements étaient qualitatifs et allaient drainer un maximum de touristes sur notre territoire. On est toujours, même en période de crise, on est toujours à leur écoute, toujours à leur côté et on le sera toujours. Pour nous, notre majorité, notamment à la Carle, on est vraiment dans cette dynamique positive de pouvoir toujours être dans un développement constant et de monter en gamme. Quand on reçoit du monde, c'est les restaurateurs qui vont en bénéficier, c'est aussi nos petits commerçants, c'est le vendeur de jus de canne qui va aussi en bénéficier. Et donc, effectivement, c'est le rôle de la région Guadeloupe d'être acteur du développement économique et de stimuler cette dynamique sur notre territoire. Et on part maintenant pour la présentation du 71e Tour cycliste de Guadeloupe. Plus que 3 mois avant que les coureurs ne prennent le départ de cette compétition phare. Le reportage. Nous sommes dans une épreuve internationale UCI. Il y a des codes, il y a des profils qui sont exigés pour que la course ne soit pas dénaturée. Donc on est revenu avec 3 arrivées au sommet, comme ça se fait au Tour de France, Tour d'Espagne. Pour les passionnés de vélo, ils voient comment ça se passe. On a un contre-la-montre de 30 km. On a une étape de 174 km. C'est les normes UCI, j'invente rien, c'est les textes. Et hormis, c'est que cette année, on a permis à nos coureurs quand même de faire de belles courses. Donc là, nous sommes à 3 mois du Tour. L'idée, c'est de motiver les coureurs pour qu'ils aillent aussi sur Village, sur Goubert, Palmiste. Maintenant, c'est un tour tourné vers les jeunes. Le choix de la commission technique aussi, c'est tourné vers les jeunes. On veut relancer le cyclisme guadeloupéen avec des jeunes. Je dirais que c'est un tour inédit, avec 3 arrivées au sommet qui m'ont marqué quand même. Et ouais, c'est un très beau travail quand même qu'a réalisé le président Frédéric et son équipe, que je tiens à féliciter d'ailleurs. C'est un tour qui ne sera pas facile pour toutes les équipes invitées et il faudra l'aborder avec un bon état de forme. Quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde, pour tous les cyclistes, pour les gens qui participent à ces courses, les gens qui les regardent. Il faut que ces courses se passent dans une sécurité absolue. Et puis il faut qu'autour aussi, on en profite pour faire passer cette image de sécurité. Il faut absolument qu'on protège les cyclistes parce que ce sont des athlètes. C'est extrêmement important, mais les protéger en course, mais les protéger aussi quand ils s'entraînent. Et les protéger aussi pour les gens qui font du vélo de loisirs. On a énormément d'accidents graves cette année. Encore plus que l'année dernière, donc il faut vraiment qu'on y fasse très attention. L'environnement, le développement durable, parce que souvent on a trop de bidons, trop de canettes qui jonchent les routes pendant et après le tour, et c'est très inquiétant pour notre Guadeloupe. L'ensemble de l'épreuve se situe autour du développement durable, parce que jusqu'à maintenant, on s'était intéressé à l'environnement lorsqu'on passait au niveau des mamelles.
Et je crois que la volonté qui est affichée par le président Théobald de faire un tour environnemental, c'est quelque chose de formidable. Et le parcours, nous avons un peu plus de 1300 km. On est à 130 km de moyenne. Donc l'an dernier, on était trop bas. Donc on nous a dit qu'on était trop bas et on a mis en avant le Covid. Mais comme j'ai déjà dit, c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Donc il faut respecter le cahier des charges. Et on se rend maintenant à Capesterre-Belle-Eau qui voit la naissance d'un nouvel équipement sportif pour la population. Regardez. Aujourd'hui, nous étions sur Capesterre, à la sauce où il y aura effectivement un très beau futsal équipé pour les jeunes. Je connais ce quartier de la sauce depuis des années et effectivement, il n'y avait rien pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande satisfaction. Et actuellement, nous sommes à Camp-Beaufort. Nous sommes venus visiter un peu les travaux d'éclairage de la modernisation de l'éclairage public que la région a lancé il y a des années. Jean-Philippe était conseiller régional sur toute la Guadeloupe, ce qui permet aux communes d'avoir un meilleur éclairage, mais surtout faire des économies, comme le disait le maire de Capesterre, c'est 600 à 700 000 euros pour Capesterre, mais surtout voir comment les entreprises qui ont ces marchés recrutent des jeunes Guadeloupéens, qui les forment et les gardent par la suite, dans le cadre de la clause sociale. Donc c'est une satisfaction pour nous. Région sur Capesterre, c'est 66% du montant de l'investissement, 3,6 millions, fonds régionaux et européens, plus l'ADEME, plus l'EDF. Donc les choses avancent très très bien et je pense que d'ici quelques temps, les Capestériens verront le changement en matière d'éclairage public le soir. Donc la politique que nous menons, c'est celle que nous avons toujours mis en place. C'est la politique de la proximité, puisque nous savons la clé, c'est d'être à l'écoute de la population. Entendre les doléances et pouvoir les traduire en termes de solutions et d'actions dans le quotidien. Pour cela, nous avons donc mis en place les comités de quartier, c'est-à-dire que les élus régulièrement rencontrent la population, les associations, les acteurs économiques des différents quartiers pour pouvoir leur donner la parole, collecter des doléances et avec le soutien des différents services de la ville, nous tendons donc à traduire cela en termes de réponse et nous voyons qu'il y a une vraie adhésion de la population puisque nous étions hier du côté de Sainte-Marie, ce sont plus de 150 habitants du quartier qui se sont déplacés et nous avons cette belle fréquentation, c'est dire que la population avait aussi besoin de ce lieu d'expression, ce lieu d'échange avec ses élus de manière à ce que nous puissions nous assurer que les politiques publiques que nous mettons en place puissent répondre à leurs attentes et en cela de nouveau je remercie l'ensemble de nos partenaires, le président du conseil régional Harry Chalus, le président Losbar dans le cadre de la dynamique sur le plan social qui est aussi mise en place et bien entendu l'ensemble des différents acteurs qui font confiance à la ville de Capesterre pour que nous puissions faire ce territoire d'excellence. Et maintenant on suit Jeff Taylor qui s'est glissé à la casarte pour la répétition du groupe Chic Thai. Le reste en images. J'ai pris beaucoup de rythme, c'est surtout la musique qui n'a pas pris de rythme. La musique de Chic Thai ne vieillit bien. La plicitole vieillit très bien et reste même éternelle. Mais moi, comme tout être humain, je vieillis. On a des invités de marque et de qualité. Fred Deyé qui s'est proposé de venir parce qu'il a un rapport particulier. Il avait un rapport particulier avec Jean. Et mon ami de toujours, Jean-Michel Jean-Louis, avec qui je fais beaucoup de scènes en Martinique. Je ne pouvais pas ne pas l'inviter. J'ai d'autres amis en Martinique. Je ne pouvais pas inviter tout le monde, mais j'ai tenu pour la première quand même à inviter Jean-Michel parce que c'est vraiment un showman. Quand j'ai su que Chic Thai passait et fêtait ses 37 ans, c'est moi qui ai appelé pour dire les gars, 37 ans, et qu'un café. Et donc je me suis retrouvée avec eux sur scène. Et je suis content parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont une telle longévité en Guadeloupe, ça c'est un. Deuxièmement, il n'y a pas autant de groupes de zouk qui jouent le zouk, j'allais dire, des débuts, le zouk de principe, le zouk originel, et qui jouent encore.
c'est pour moi, c'est un frère pour moi. Nous toujours travaillé ensemble, il longtemps, et Martinique, à Paris, partout. Et les clients m'ont dit ça, m'ont dit, on ne peut pas te dire non, jamais. Et c'est le zouk, et nous sommes là pour faire travail là pour le zouk. 37 ans de musique, 37 ans de partage, 37 ans de bonheur. Je profite pour remercier tous les musiciens qui sont avec moi sur scène, mes invités, la production et tous les musiciens aussi avec qui j'ai eu la chance de partager les différentes scènes. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Un petit rappel d'une manifestation qui va se tenir demain au BIC de la Résistance au CHU. Il s'agit d'un défilé chaud mode qui est effectivement en soutien au personnel soignant suspendu. Ça commencera à partir de 16h au niveau du BIC, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Personnels soignants qui ont probablement d'ailleurs entendu les déclarations du président Emmanuel Macron qui parle de leur réintégration possible si effectivement les chiffres des contaminations venaient à baisser. C'est le cas, mais à savoir quel sera le délai pour la mise en application. Là, effectivement, on a un petit flou artistique, mais en tout cas, il a précisé qu'il aborderait peut-être la question de la réintégration des personnels soignants. Donc, si les contaminations baissent, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on est en période d'élection justement législative, donc c'est peut-être à prendre aussi avec des pincettes. Et avant de se quitter, j'aimerais passer un coucou spécial justement de la part de Kenny. Kenny, c'est notre monsieur cyclisme, c'est notre jeune monsieur cyclisme à Canal 10. Et Kenny qui passe le bonsoir à Mamie Polo des Abîmes. Une bonne soirée à vous sur Canal 10 Télévision. On se retrouve lundi. Bisous, bisous tout le monde et bisous à Mamie Polo. À venir dans la tranche info sur Canal 10, Sport 10, toute l'actualité sportive de Guadeloupe avec Séverine Méridan. Et avant cela, je dis bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Lina Wild, à Perle de Karukira. Perle de Karukira d'ailleurs que j'ai trouvé sur Instagram, n'est-ce pas? Bonsoir Perle de Karukira, bonsoir à Miela Berne, bonsoir à Elena Radrimassa, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Mouton Lucide, à Moïse Caramel, à Jojo Sinama. Bonsoir à Rachel Rochemont, bonsoir à Suzelle Muerza, à Soleil des Îles, à Marie-Lise Morvan-Vala, bonsoir, bonsoir, à qui d'autre? À Eliane Eden, bonsoir à Jasmine Fidéline, à Elisa Davillé, bonsoir en tout cas à tous les internautes qui nous suivent et tous les spectateurs de Canal 10. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve lundi et pour l'instant vous retrouvez Séverine Méridan pour Sport 10. Bisous tout le monde.